Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! En direct de Rimouski, au chemin de Lausanne, on reçoit Marie-Ève Albert. Salut. Ouais, Salut. merci beaucoup d'avoir protégé ma vraie adresse. Merci, Laurent. Comment ça va? Et ça devrait aller, là. Imagine, ça fait loin pour aller te voir, hein, même si tu es en train de devenir une superstar. Ça va bien, mais je suis fatigué mort parce que j'ai trop écouté de boxe hier. Ah ouais, ben hier, il y avait pas mal de tout. Moi, j'ai laissé des choses de côté. J'ai pas tout regardé, mais j'ai fini par tout voir parce qu'il y a eu des knockouts rapides chez les hommes que j'ai pu voir passer à volonté en fin de soirée. Mais ça m'a permis de ne pas me taper tout ça, là. Il y a des combats qui duraient 2 minutes, c'est un peu moins compliqué. Est-ce que tu es prête? On se lance dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, ouais, je suis quand même assez prête, tiens. Hier, ce combat-là, je ne sais pas si tu avais écouté mon avant-match. Moi, j'avais dit aux gens de gager leur paye sur Claressa Shields. Je te dirais pas que j'ai pas eu peur, mais quelle performance de Claressa Shields. Tu sais, je sais pas si tu as vu tous les avant-matchs, là, il avait mis ça gros. Elle, Ouais. elle a gagné 2 fois les Olympiques. Elle a unifié 2 catégories de poids, maintenant 3. Elle a détenu des titres c'est sûr, ça en a unifié 3, elle a détenu des titres dans 3, mais je pense qu'elle a eu 14 championnats du monde. Ouais. Elle est passée pro directement contre une fille qui est championne du monde aujourd'hui. Tu sais, elle n'a pas protégé sa fiche, elle fait que des Contre une finales. fille qui est undisputed aujourd'hui. Ouais, voilà. Claressa Shields, la greatest woman of all time, c'était fatigant, les tambours qui partaient tout le temps. Les gens vont l'accuser d'être insupportable, mais il faut reconnaître qu'elle livre la marchandise. Et, ben, je vais te le dire, Savannah Marshall a été incroyable aussi, là. Elle a quand même essayé le rythme du combat, c'était la folie furieuse. J'ai plein d'amis gars qui ne sont pas des grands fans de boxe féminine qui m'ont dit « Laurent, c'était une bataille de ruelle, jamais rien vu de même, tout le monde était heureux. Parle-nous du combat, mais on Pour n'en revient commencer, pas encore. Claressa Shields a 27 ans. Hein. Sa carrière n'est pas finie. On parle quasiment comme si c'était une personne qui était en fin de carrière puis qu'on regarde son pedigree. My God, elle n'a même pas atteint son prime encore. C'est extraordinaire. Claressa Shields. Attends, je vais t'arrêter parce que moi, j'ai parlé à beaucoup de gens, des experts, puis ils m'ont dit qu'elle était encore plus dominante chez les amateurs, puis que justement, son prime était probablement au 2e Jeux olympique. Puis depuis ce temps-là, elle n'est même pas aussi bonne qu'elle était à l'époque. Elle a encore de la marge parce que chez les pros et les amateurs, c'est 2 choses différentes. Fait qu'ils n'ont pas tort. Elle a eu un gros pic amateur, mais selon moi, le pic chez les pros, elle ne l'a pas atteint encore. Elle a encore plein de choses à accomplir. Tu as 27 ans, 3 fois undisputed, 2 fois médaillée d'or olympique. Tu as fait déjà 2 combats en MMA. Elle, la MMA, elle commence ça de zéro. Là. Fait qu'hier, on avait... il y en a qui vont te dire que ça a apparu. Mais ouais, mais elle peut bien paraître. C'est pas comme Holly Holmes qui a fait ça toute sa vie en parallèle depuis toute petite. Elle si elle décide de faire 3 ans intenses d'MMA, mettons, puis de lâcher la boxe dans 3 ans, qui sait ce qu'elle va faire en MMA? Parce qu'elle a un talent naturel, clairement, de combattante. Bref, c'est pas de MMA qu'on va parler. On va parler de Shields Marshall.
Hey, Shields Marshall, c'était une guerre à finir. On en a parlé amplement. C'est la seule Marshall qui l'avait battu. Sa seule défaite à vie en boxe, c'est contre Marshall quand elle avait 17 ans, Shields, Marshall 21, dans des qualifs quelque part ou dans un championnat quelque part amateur. C'était même pas aux Olympiques. Là, le sujet est clos, je considère, parce que, oui, je considère. Oui, le sujet est clos. Ben non, mais là, je vais t'arrêter des fois, OK, quand je ne suis pas d'accord. Là, tu dis que le sujet est clos. Ouais. Mais hier, je regardais à 160 livres qui était disponible. Puis, hey, j'ai rien contre l'Afrique ce matin, là, mais les deux Africaines n'ont même pas boxé amateur, rien. Ils ont des fiches protégées. Ils sont classés 3 et 5. Ça ne sert absolument à rien de mettre Claressa Shields contre eux autres, ou même Non. Marshall. Puis de l'autre côté, à 154 livres, tu as deux filles qui viennent des 130 qui détiennent 3 ceintures en gang. Puis tu as Marie-Ève Dicker qui a autant envie de prolonger sa carrière que j'ai envie d'aller faire mes jambes au gym aujourd'hui. Fait que si tu fais le calcul, il n'y a absolument personne. Okay? Non. Fait que moi, mon idée, c'est allez-y dans la trilogie. Puis, tu sais, il y a comme eu un buzz où Cathy Taylor et Serrano vont s'affronter une deuxième fois. Tu n'as pas le choix, c'est inévitable. Là, Baumgartner, puis on va en parler tantôt, ils n'ont pas le choix, avec Michaela Meyer, ils n'ont pas le choix d'avoir une revanche avec ce qui est arrivé hier. Fait que rendu là, allez-y d'une autre revanche, puis assurez-vous d'une autre grosse paye, d'un autre gros combat, parce que malgré la défaite, je trouve que Savannah Marshall, elle a comme protégé le numéro 2 de la division. Là, oui, Shields est numéro 1, elle est ailleurs, une extraterrestre. Mais Marshall claque les 8 autres en dessous là, dans le même après-midi, probablement. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Quand je dis que le sujet est clos, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de revanche. Mais je dis qu'à 1-1, je peux considérer que l'une a gagné chez les amateurs, l'autre l'a battu chez les pros de façon assez décisive. Je pense que les guéguerres du passé, on ferme le livre. Non, mais il n'y a rien d'autre. Ben c'est ça. Maintenant, est-ce qu'on veut une trilogie? Est-ce qu'on veut d'autres combats? Ben, avec ce qu'on a vu hier, la réponse, c'est oui. Maintenant, parce qu'on va se le dire, Shields est sortie forte, Marshall aussi, mais c'est parce que Shields était trop rapide, Shields avait bien lu le style de Savannah Marshall pro, son style un peu à la Tyson Fury, les épaules un peu comme ça. Puis j'ai trouvé que Shields s'était organisé hier pour que Marshall se batte plus petite que d'habitude. Et ça a apparu parce que, dans le fond, elle a attiré Marshall un petit peu dans sa game à elle. Il aurait fallu que Marshall boxe grande pour forcer Shields à approcher plus, pour forcer Shields à essayer de rentrer dans la longe de l'autre. Et ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Et je pense que ça a fait la différence. Là, moi, je veux te jeter en bas de tes souliers avec un commentaire extrême, OK? Tiens-toi bien, ça va être le. Tu sais, quand tu découpes les meilleurs commentaires, je pense que ça va être celui-là, OK? Claressa Shields, à mi-distance, c'est la meilleure boxeuse au monde et j'inclus les boxeurs. Là. À mi-distance, c'est incroyable comment elle est bonne. Et je ne sais pas pourquoi hier, elle se compliquait autant la vie à aller dans les câbles. Tous les moments où Marshall a eu un peu de succès, a lancé du volume, je ne te dis pas a été précise, mais a lancé du volume, c'est quand Shields allait s'étendre dans les câbles. Mais à mi-distance, là, je te dis, c'est du grand art. Faites jouer ça dans les universités. Mais c'est un peu le style à Shields. J'ai l'impression que Shields l'attirait dans les câbles parce que quand Savannah Marshall est dans les câbles et elle ouvre à plein volume, elle laisse beaucoup d'espace aussi pour le contre-attaque. Puis, elle est beaucoup plus lente que Shields. On l'a vu hier, il y avait une bonne différence de vitesse. Donc, ici, Shields a joué un peu une stratégie qui était quand même risquée parce que le risque de manger des coups est plus élevé quand on fait ça. Mais j'ai l'impression que ça faisait partie de la game aussi. Elle voulait utiliser le fait que l'autre allait ouvrir ses grands bras quand elle avait l'impression de cloisonner Shields, puis pour aller chercher, mettons, des coups au corps, des uppercuts ou la contre-attaque. Est-ce qu'on va avoir un rematch, Laurent? Ben, c'est pas clair encore. Même si on le veut, c'est loin d'être clair parce que Shields a ouvert la porte en disant si tu viens aux États-Unis, c'est moi la championne undisputed. Viens aux États-Unis te battre devant mon public comme moi j'ai fait chez toi. Je suis ouverte à ça. La clause de rematch qui existe, parce que là, il y a eu plein de spéculations. Y a-t-il une clause de rematch? Il y en a-tu pas? Il y en avait une, mais la clause de rematch est vraiment claire. Puis Marshall ne l'a même pas contesté après le combat. On n'a pas vu Marshall lever le poing et clamer un rematch. Hein? On n'a pas vu non plus Peter Fury sur les réseaux sociaux le faire après. C'était la suivante.
si le combat était gagné par l'une ou l'autre, mais de façon controversée, c'est-à-dire une majority decision ou une décision partagée, ben là, il y avait un rematch automatique. Pour le reste, il n'y a pas de clause de rematch. Donc ici, ça va falloir que ça se négocie. C'est Shields qui a le gros bout du bâton. Marshall ne se bat pas vraiment beaucoup à l'étranger. J'ai l'impression que Shields, on ne sait même pas ce que Shields va faire avec ces ceintures-là. Parce que Shields s'en va en PFL, il ne faut pas l'oublier. Elle a des engagements, puis à court terme, elle s'en va en PFL, en MMA. Est-ce qu'elle va laisser ses titres vacants? Puis dire, je m'en vais faire d'autres choses, puis quand je vais décider de revenir, je vais revenir, puis je vais reprendre, je vais aller rechercher les titres. Est-ce qu'elle va faire ça? Est-ce qu'elle va payer des frais de sanction pour défendre encore 4 ceintures si elle a d'autres projets? Ça, on ne le sait pas, puis on va le savoir dans les prochaines semaines parce que c'est pour laisser les titres, la décision va se prendre probablement assez rapidement. Fait que moi, je vais surveiller ça dans les prochaines semaines. Si elle laisse les titres, on oublie le rematch. Si elle ne laisse pas les titres ou elle s'en garde, mettons, un, tu sais, des fois, elle peut faire ça, elle peut en laisser 3, puis dire, je vais m'en garder un par sécurité pour m'assurer d'autres combats de championnat, des combats d'unification. Mais comme tu dis, à part un rematch contre Marshall, peut-être un combat contre, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui pourrait monter comme Mary Spencer. Peut-être, je vois pas. Ça, c'est le point que je voulais t'amener. Là. Si je regarde les classements, puis en boxe aussi, il y a les accomplissements chez les amateurs qui font que tu peux raconter une histoire, beaucoup en boxe féminine parce que c'est relativement jeune. Ouais. Je trouve que si on joue bien les cartes, c'est-à-dire, je donne l'exemple, Mary Spencer, on entend qu'elle pourrait affronter Femke Hermann. Qui vient des 160 livres. Mais pourquoi Femke Hermann? Parce qu'il y a un comparable avec Shields qui a fait 10 rondes. Puis Marshall, si ma mémoire est bonne, elle a fait 3 rondes avec. Fait que si on y va, là, Eye of the Tiger, s'ils jouent bien leur carte, puis que Spencer se tient loin des blessures, puis elle continue à étendre des filles aux 3 mois, moi, la Spencer qui court après Dicker, j'ai l'impression qu'elle pourrait devenir inévitable pour. Là, tu viens de nommer des scénarios. Si Shields va en PFL, si Shields, il y a des histoires qu'elle pourrait tomber enceinte aussi, elle a le droit à la maternité. Bien sûr. Mais Marshall, là, est-ce que ça pourrait être contre Mary Spencer? Parce qu'imagine la folie furieuse, 2 cogneuses, puis on sait que Spencer, oui, elle est à 152, 153 livres, mais elle mesure 5 pieds 11. Si elle décide qu'elle fait 160, elle a juste à manger 2 soirées au mandarin, puis c'est réglé. Tu sais. Spencer est allé aux Olympiques en 2012 à 160. Tu sais, Spencer peut faire 147 à 160. Marshall ne peut pas nécessairement faire 147, mais mettons un catchweight à 158. Tu sais, quelque chose comme ça. Je pense que Mary Spencer n'aurait pas d'enjeu. Imagine je pense pour 2 livres, elle va y aller. Tu sais, pour T'imagines 2 cogneuses de cette qualité-là, 2 grandes filles, même genre de frame, c'est-à-dire grandes, minces, athlétiques, des filles, des knockeuses qui s'affronteraient peut-être pour un titre vacant, peut-être juste pour la postérité, mais c'est intéressant. Imagine, ça pourrait être très payant aussi pour les deux. Ça serait très vendeur parce que Mary Spencer est en train de se faire un nom. J'ai quand même l'impression que du côté du clan qui est autour de Mary Spencer, que ce soit promoteur, agent ou entraîneur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer d'aller chercher des titres relativement plus facilement, là, comme mettons, ça peut être Harper ou le titre que, exemple, Dicker gagne, elle laisse tous les titres vacants pour aller à c'est quoi. Elle va embarquer peut-être dans des ceintures plus facilement gagnées. Là, on se rappelle que. Et là, je vais être violent. Là, on dirait que je me sens malin aujourd'hui. Dicker a gagné le titre contre Lozano. Fait que si on trouve une autre Lozano pour Spencer avec un titre, je pense qu'on va aller collectionner des titres avant d'aller dans ce super fight-là, peut-être pour avoir plus de billes pour négocier. Tu sais, pour Shields a déjà affronté Spencer, si je ne me trompe pas, 2 fois chez les amateurs. Donc, ces filles-là se connaissent, ils sont déjà affrontées et ils ne se connaissent pas juste de nom, ils se connaissent aussi de boxe. Alors, à suivre. Mais moi, j'ai trouvé. Oui, ça m'a fait rire parce qu'à un moment donné, je pense que c'est quand elle a knocké Nemus en 1 minute, Shields a marqué. Hey, je ne savais pas qu'elle était passée pro. Ouais. Elle était comme un petit peu arrogante, là. Mais tu sais, Clarissa Shields, c'est Clarissa Shields. Mais ce que j'ai aimé hier aussi, dernier point là-dessus, j'ai aimé le fait que malgré la promo, le trash talk, les bassesses qu'il y a peut-être eu entre les 2 filles, après le combat, on a vu tout de suite
autre chose. On voit que Shields, pour elle, et puis Savannah Marshall aussi, ça reste de la business. Ils ont vendu leur combat d'une certaine manière. Il y avait une certaine haine ou une certaine animosité, on l'a vu, on n'est pas fou. Mais j'ai trouvé après qu'il y avait quand même un certain respect. J'ai été surprise d'entendre Savannah Marshall dire de Shields qu'elle était vraiment la greatest woman of all time. Elle l'a dit. Elle aurait pu dire autre chose. T'sais, elle a dit « Oh, je n'ai pas trouvé que tu étais si rapide que ça. Je m'attendais à ce que tu sois plus rapide, mais tu es vraiment la greatest woman of all time. » J'ai trouvé Shields qui l'a pris. Shields, il a fait la collade. Ça a aussi vanté Marshall. Côté animosité, je crois ici que si on a un rematch, le niveau va être pas mal inférieur. Parce que là, il y a eu une vengeance. Mais ils n'ont pas besoin, tu sais. Le combat était tellement exceptionnel. Ils n'ont plus Moi, besoin. je veux te parler de ça. Tu parles un peu de la manière que les combats se sont vendus, puis comment les face-à-face. Et moi, j'étais mal à l'aise là, de voir des filles. Tu sais, peut-être à cause que je suis rendu vieux, mais c'était rendu quasiment. Il y a quasiment eu des allusions sexuelles entre Bob Garner et Mayer. Je pense qu'il y a eu quasiment une joke de ciseaux. Je n'étais pas super à l'aise. Je trouve que la carte était tellement bonne avec les deux combats unifiés. Comme je te dis, même les gens plus casual qui ne trippent pas sa boxe hardcore voulaient voir le combat. On n'avait pas besoin d'aller dans autant de haine, puis autant d'histoires, puis la police pour séparer Baumgartner puis Mayer. On va en parler de Baumgartner, on est rendu là. Parlons-en de ce combat-là, parce que je pense que pour Shields, Marshall, les gens peuvent aller le revoir et vous allez tout comprendre. C'était un très bon combat. Ça reste que Shields mérite sa victoire, décision unanime, assez large. Pas super large, mais quand même confortable. Moi, j'avais 8 rounds à 2, j'accepte un 7 rounds à 3, tout à fait. Parce qu'il y avait des rounds qui tapent. Je vais faire le lien parce que je suis un peu fâché après toi. Kim Clavel va boire un shooter de vinaigre. Tu avais gagé avec Kim, tu avais pris Baumgartner. Mais là, je trouve que tu claironnes beaucoup pour quelqu'un qui a eu besoin d'une mauvaise décision des juges pour gagner ton pari. Michaela Meyer a gagné ce combat-là. Allez voir les reprises, les jabs. Elle contrôlait l'action. Baumgartner faisait juste lancer des contre-attaques. J'avoue que Baumgartner s'est bien ajusté, surtout vers la fin du combat. On a vu les deux s'ajuster. On a vu Meyer commencer à s'ajuster au 5e. Puis Baumgartner commençait à se réajuster au 8e. On a vu qu'il y avait quand même de la science dans ce combat-là. Mais revanche automatique. On se calme. Moi, j'avais un combat nul. Je l'ai coté comme un combat nul. Et je suis allée tenter le terrain chez des journalistes, des boxeurs, des coachs après, en privé, pour voir qui y avait eux autres. Puis je pourrais te dire que c'est pas mal 50-50. Quelques personnes comme moi avaient écrit aux amis Baumgartner pour te réconforter. Non, j'ai posé des questions à des gens qui n'ont pas rapport dans l'équation. D'autres boxeurs british, entre autres, des choses comme ça. Puis c'est pas mal 50-50. Fait que je te dirais que je crois pas au vol, moi, ici. Je considère que c'est une décision... j'accepte la décision. Moi, j'avais un nul, comme je te dis, puis j'aurais donné un nul. J'accepte une décision de Baumgartner si ça m'évite de boire du vinaigre, puis que ça permet à Kim d'en boire. Mais je peux tout à fait comprendre que quelqu'un ait vu Meyer gagner. C'était très serré. Puis moi, quand je suis arrivée à un résultat nul... tu vois, je regardais le combat avec des gens, puis il y a des gens qui voyaient Baumgartner en avant, Meyer en avant, puis moi, je voyais le combat nul. Fait que c'était un bon combat. C'était un combat, comme tu dis, revanche automatique. J'aimerais bien, mais il n'y a pas de clause de revanche. Alors, encore là, je ne comprends pas pourquoi ces boxeuses-là en unification, en tout cas, les promoteurs, je ne sais pas où est-ce qu'il y a eu une faille là-dedans, mais moi, j'aurais aimé une revanche automatique, surtout dans une décision. On a une décision partagée ici, on n'a même pas une décision unanime. On a une décision partagée, un juge pour un juge pour l'autre, deux juges pour l'autre, pardon. Il a fait parler le juge qui avait Meyer par une longue marge. Là. Ça aussi, on en parle. Moi, je voyais Meyer gagnante. Mais ça a accroché, ce juge-là. Le monde voulait sa suspension automatique, puis ça a brassé ses médias sociaux. Exagéré, là, parce que, tu sais, il avait donné, je pense, 7 rounds à 3. Il n'y a pas mort d'homme là-dessus, là. C'est pas une décision. C'est pas comme s'il avait donné 10 rounds à 0, là. 7 rounds à 3, 6 rounds à 4, d'un bord de l'autre. C'était très serré. Mais quel combat, tu sais, pour les gens. Moi, avant, là, quand je voulais vendre la boxe féminine, tu sais, j'envoyais les gens voir... je pense que c'était Person contre Taylor. Allez voir ça, c'était la folie. Là. Puis là, maintenant, n'importe quel, vous voulez vendre la boxe, n'importe quel des deux combats finaux d'hier, mais c'était meilleur que
99% des combats masculins. Là. Wow! Pour quelqu'un comme toi là, qui tripe sa boxe féminine, c'est une grande année. Tu as bien fait de partir un podcast dans les dernières années. On a eu Taylor Serrano qui était à un autre niveau de compétition. Hier, Shields puis Marshall, c'est un classique instantané que C'est les pas gens vont fini, parler. là. Sinon, mais les gens vont en parler dans 100 Hum. ans. Puis la demi-finale hier aurait pu être une finale de n'importe quel gala. C'était Puis dans un incroyable. mois à peu près, on a Mick Caskill contre Chantel Cameron pour Undisputed. C'est gros, là. Tu sais, des gros combats de filles. Mais Les filles, même quand je Kim, dis qu'il y a moins de docking, c'est parce qu'il y a moins de choix aussi, mais ça reste que ça donne des gros combats souvent. C'est ça qui est le fun. Tu sais. Hier, il y avait d'autres combats féminins. Moi, je t'admets que je n'ai pas été impressionné par le niveau des adversaires en début de pay-per-view. Tu sais, il avait amené une fille c'était 5-16, après ça, c'était 6-16. J'ai trouvé que pour un volet pay-per-view, ça passait moins comme choix d'adversaire. Mais celle là, qui avait un nom compliqué, puis que le feed de ESPN Plus a lâché, là, après ça, ils ont joué le combat. Là, il faut que tu me redonnes son Là, nom. je sais Là. même pas c'est qui parce que moi, je l'écoutais sur YouTube live. Une jeune qui est allée aux Olympiques était 1-0, mais Carrie Hartingstall. elle est rentrée avec plein de swag, genre sur une grosse toune de rap. Oh mon Dieu, cette fille-là est bonne. Elle charcutait l'adversaire, elle a descendu au corps en partant. Déjà en Wow. partant, Laurent, là, on ne fera pas le tour de 100% des combats, mais ce que je vais dire, à part les 2 combats principaux, je crois, peut-être que je me trompe, mais d'un round, là, je crois que 100% des 9 autres combats, il n'y a personne, il n'y a pas un round qui a été gagné par le côté B. Non, c'est ça. Ça, là, c'est un problème. Caroline Dubois aussi, ça a été un carnage. Moi, je veux dire un combat que j'ai accroché parce que je l'ai surveillé attentivement parce qu'on avait la référence avec Marie-Pierre Roule. J'ai surveillé Timéa Bellic qui affrontait, attends, j'ai oublié, Lauren Price. La championne olympique en titre des 160 livres. Merci à l'arbitre d'avoir arrêté ça parce que j'ai pensé qu'on avait un drame en devenir. Timéa Bellic ne savait pas comment arrêter un direct en pleine poire. Hein. Puis pourtant, c'est une fille de kickboxing. Puis... Oui. Mais c'est parce que Timéa Bellic, elle avait le même défaut contre Marie-Pierre Roule. Le fait que c'est une fille de kickboxing, des fois, ces filles-là penchent vers l'avant, c'est un défaut à corriger. Puis elle, Timéa Bellic, elle offre carrément son menton. Elle le faisait, Marie-Pierre Roule. Marie-Pierre Roule aurait pu lui faire aussi un knockout hein, si elle avait appliqué 100% de son plan de match. Ça n'avait pas été le cas. Il y avait eu des petites erreurs au niveau de l'exécution, mais elle avait frappé vraiment durement Timéa Bellic. Et on a vu qu'hier, Lauren Price ne l'a pas manqué. Parce que Lauren Price, il faut comprendre qu'elle était chez les 160 livres aux Olympiques, médaillée d'or, mais elle est descendue chez les 147 livres. Alors, elle est grosse dans le ring. Elle est pesante, elle est lourde. C'est un danger public. C'est un danger public. Potentielle future championne du monde des 147 livres, clairement, là, parce qu'il y a beaucoup de. Il va y avoir un ménage dans la catégorie, puis elle va monter très rapidement. L'adversaire, Timéa Bellic, clairement, qui offre son menton aussi aisément à une fille qui a des gros bras de même, puis qui fesse comme un bûcheron. Ils vont peut-être repiger dans les adversaires de Marie-Pierre Roule, justement, parce que tu regardes le classement BoxRec, là, après ça, tu vas voir les comparables, puis ça va être comme Valentina Kerry risque d'être pressentie au moins pour être la prochaine adversaire. Là, c'est souvent, c'est assez simple. Une autre fille que. C'est qui l'autre combat que j'ai vu? Non, c'est tout ce que j'ai vu. Moi, je vais te dire qu'est-ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Bon, je t'ai dit ce que j'ai pas aimé, là, les adversaires dépareillés, pour la plupart. Il y avait quelques match-ups équilibrés quand même. Autre chose que j'ai pas aimé, les 9 premiers combats, c'était des juges arbitres. Ça, j'ai ça. Un arbitre juge là, en Angleterre. C'est désagréable. Je ne vois pas pourquoi ils font encore ça. Ça change la dynamique aussi. Y a même pas, des fois, il n'y a même pas 2 autres juges. C'est juste le score de l'arbitre. Mais les gens diraient que l'arbitre, c'est lui qui est le plus près de l'action, là, mais... moi, je considère que ce n'est pas sa job de juger. L'arbitre doit arbitrer, le juge doit juger, parce qu'à un moment donné, tu es biaisé. Quand tu arbitres et tu entends des choses puis tu dois faire appliquer des règles, ton jugement devient biaisé. Tu sais, il y a un des bozos, genre, qui t'obstine ou qui est plus arrogant quand tu donnes des consignes, là, tu vas-tu lui donner les rondes serrées. Je suis un peu d'accord avec toi. Avec toute la corruption qu'il y a en boxe, là, on va se le dire, là, on chiale souvent contre les mauvais résultats. Quand le mauvais résultat vient d'un seul juge, tu sais qu'il y a 0 round jamais de donner à l'adversaire, des affaires de même,
moi, je trouve que ça n'aide pas le sport. Bon, je ferme cette parenthèse-là. Un combat que j'ai aimé, c'était le premier ou le deuxième de la soirée. Georgia Connor, une petite jeune à 154 livres que j'aime beaucoup. Georgia Connor, elle avait une fiche, elle commence, hein, elle avait une fiche de 3-0, si je ne me trompe pas. Puis elle faisait face à la championne de Belgique, Joyce Van Ee. Une fiche à peu près similaire. Ça, c'est un match-up équilibré. Puis moi, je trouve que ça, c'est un bon exemple de comment ça devrait être quand tu commences. Elle n'est pas pressée, elle est en début vingtaine. Elle a fait une carrière amateur, mais tu sais, elle n'est pas allée aux Olympiques ni rien. Georgia Connor, il lui trouve des adversaires qui vont la faire progresser. Elle a gagné tous les rounds pareil, puis c'était mérité. Mais elle a travaillé pour ses rounds. Elle a fait des erreurs, elle s'est ajustée. Et je trouve que ça va être un combat payant pour elle. Dans 5 ans, cette fille-là va être au top de la division des 154 livres parce qu'ils vont la faire progresser adéquatement. J'ai trouvé que la stratégie était bonne. Tous ses adversaires, sauf peut-être un à date, ont été corrects, acceptables pour une fille qui est en début vingtaine, qui n'a pas beaucoup d'expérience pro, puis qui est chez les 154 livres. Il ne faut pas oublier qu'il ne pleut pas d'adversaires à 154 livres non plus. Donc, parfois, c'est sûr qu'il y a des match-ups un peu plus dépareillés, mais pour elle, je trouve que ça a été bien. J'ai aimé ça. Je valide. Elle va pouvoir faire venir Cynthia Lozano pour son prochain combat. Oui, exactement. April Hunter, je surveillais énormément April Hunter qui faisait face à Erika Alvarez, une fille qui a un style très ordinaire, mais qui est capable de t'accrocher avec une bonne droite de temps en temps. T'sais, elle a un style ordinaire. Ouais, je sais pas comment le décrire. C'est vraiment bizarre comme style. Puis April Hunter, April Hunter, si c'en est une qui avait de quoi prouver, c'est bien elle. Parce qu'elle a une fiche gonflée. Elle a seulement eu des victoires contre des Journeywomen en carrière. Puis sa seule bonne adversaire, Kirsty Bavington, l'a plantée. Donc, elle a une défaite déjà. C'est l'amie de Savannah Marshall. C'est la fille qui est allée baver Clarissa Shields dans la conférence de presse en prenant le micro quand ils ont donné la parole au public pour écœurer Clarissa sur son pedigree puis tout le kit. Puis Clarissa, il a dit de retourner au gym. Elle dit, garde, au lieu de venir baver pour protéger ton ami, retourne donc au gym. Tu t'es fait sacrer une volée il n'y a pas longtemps. J'ai vu ce combat-là. Il y avait des clics en fin de semaine, tu sais, comme Michaela Meyer, qui est la meilleure amie de Clarissa Shields. On a vu l'histoire du tatou qu'elle s'est fait. Elle se faisait, c'est Michaela Meyer qui l'a amené. Puis on avait vraiment 2 clics là, dans le même hôtel. Oui, puis non. Il y avait 2 clics, mais Shields est aussi amie avec Alicia Baumgartner. Ils sont sortis ensemble il y a à peu près 2 semaines, ils sont allés au cinéma ensemble. Tu sais, fait que j'ai trouvé ça assez amusant que Shields ait dit ses réseaux sociaux. Tu sais, j'ai dit à Alicia qu'elle ne pourrait pas battre Michaela. J'ai dit ça en privé parce que Michaela a trop de bonnes boxe à donner, trop forte techniquement. Je m'excuse, tu m'as prouvé l'inverse. Félicitations, championne. J'ai trouvé ça correct, la manière que ça a été amené dans les réseaux sociaux. Mais oui, il y avait des clics. Puis tu avais April Hunter qui était clairement, c'est la bestie de Savannah Marshall, s'entraîne avec Peter Fury, elle aussi. Sincèrement, le combat, là, Laurent, c'est un des pires combats de boxe que j'ai vu depuis longtemps. C'était dépareillé, tu sais, les styles qui ne vont pas ensemble. Puis il y avait aussi probablement un manque. Je ne vois pas pourquoi April Hunter était sur cette carte-là, sincèrement, à part le fait qu'elle était l'amie de Marshall. Je ne trouve pas qu'elle a assez prouvé techniquement de qualité pour être sur une grosse carte comme ça. Oui, c'est une prospect de boxeur, mais je crois qu'elle est déjà capée à 154 livres, même si elle est jeune, puis que pour avoir des meilleurs résultats, il faudrait qu'elle descende à 147, ce qui serait très difficile pour elle, compte tenu de son physique, de sa manière, de fait qu'elle est grande, qu'elle est large d'épaule, qu'elle est assez lourde naturellement. Je ne vois pas comment cette fille-là ne deviendra pas de la chair fraîche pour les vedettes montantes de la catégorie. De la chair à canon. Marie-Ève Dicker aura son combat d'unification. C'est sorti, c'était le secret le moins bien gardé au monde. Elle va affronter Natasha Jonas. 3 titres en jeu. On rajoute le Ring Magazine. Je t'écoute. On n'en fera pas, on en a parlé en masse de Marie-Ève Dicker, on ne refera pas toute l'histoire, l'historique, mais ce que je peux dire, c'est qu'elle a gagné son pari 12 novembre prochain. Gauchère comme gauchère, ça c'est quelque chose qu'on est moins habitué de voir du côté de Marie-Ève, qui a souvent été la seule gauchère de la catégorie. Là, tout d'un coup, ça va être un combat gauchère contre gauchère. Je l'ai eu en entrevue, Marie-Ève, elle m'a parlé en long et en large de ce combat-là à venir, comment elle se préparait, des choses comme ça.
Ce que je veux dire, c'est que le public est peut-être pas content de la résultante parce que le combat que le public voulait voir, c'était Spencer Dicker et on comprend pourquoi. Mais la décision de Marie-Ève d'aller pour 4 titres, et on ne peut pas contester ça. Il y a des gens qui continuent de s'estiner, de dire ouais, mais. Attendez, là. Tu as une chance pour 4 titres, c'est pratiquement du jamais vu au Québec. C'est normal. Mais à l'international, il va y avoir entre guillemets, un engouement. En Angleterre, ça va fonctionner, ça va se vendre. Mais au Québec, et le proverbe « Nul n'est prophète dans son pays » va s'appliquer ici. Il y a un ombrage créé par Spencer. Eye of the Tiger a aidé là-dedans en faisant des pauses. Puis, c'est rare que tu vas voir ça, là, un promoteur qui va commenter les propos de Dicker, puis ils se sont niaisés un peu, tu m'as pas fait d'offre, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, mais là, il y a un ombrage et je sais pas qu'est-ce que j'ai le droit de dire ou pas, mais il y a un buzz qui est pas là. Il y a un buzz qui est pas là, c'est vrai. Moi, j'ai consulté, mais j'ai téléphoné les journalistes les plus importants au Québec, puis il n'y a pas grand monde qui est en train de réserver son voyage, puis je te dirais qu'à l'époque, Kevin Bizier allait affronter Kell Brook, il y avait une pléiade de journalistes. Est-ce que c'est des raisons de budget? Est-ce des raisons de logistique en novembre? Je ne sais pas. Mais je sens zéro buzz, puis j'ai même l'impression que la couverture va être faible. Je voyais, quand le combat était annoncé, j'essayais de pogner 91.9, je regardais 98.5, c'était quasiment le silence radio. Hey, c'est une unification. Il y a le titre Ring Magazine, genre, il devrait. C'est gros. C'est très gros. Ça embarque pas. Je ne sais pas si c'est seulement l'aspect que Spencer est là comme aspirante numéro 1 puis qu'elle détruit les adversaires. Je veux pas. Je vais te le dire, de manière sportive, c'est certain que si tu gagnes. Moi, je vais dire les vraies affaires. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Le monde, ils disent hey, t'es méchant. Dans 35 jours, être à retraite, moi, il me reste 35 ans à animer de podcast. Ça ne me dérange pas qu'elle soit fâchée après moi. Mais le fait que Lozano, elle se fait débâtir en 50 secondes, c'est sûr qu'on remet en doute l'exploit d'aller chercher le titre de la IBF. C'est comme ça. C'est une règle de 3. Fait que c'est peut-être ça qui nuit au buzz. Tout ce que Dicker a fait, l'autre le fait en 1 minute 20. On l'a vu que Nemus, on l'a vu que Lozano. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces, puis souvent les gens oublient aussi, là, parce qu'on peut pas. Moi, je comprends qu'on compare parce que c'est la même fille, mais il ne faut pas oublier que Marie-Ève Dicker, à sa défense, s'était déchiré le ménisque au premier round contre Lozano. Elle a quand même knocké en 7 rounds, elle qui n'avait jamais de knock-out, mais avec un ménisque déchiré puis une autre blessure. Oui, mais Marie, tu dis ça, mais si les deux s'affrontent, tu ne vas pas être la première à claironner que Dicker a des chances de battre Spencer. Fait que, oui, tu peux m'arriver avec les excuses. On dirait que tu es devenue sa gérante. Mais, non, mais on peut pas comparer. Il faut comparer des pommes avec des pommes. Il faut arrêter de niaiser. Il faut comparer des pommes avec des pommes. On ne peut pas comparer un contexte avec un autre. Ça marche pas. Tu dis comparer des pommes avec des pommes. C'est juste qu'un combat d'unification complète, si on sait très bien qu'il y a une fille qui est ici à Montréal qui plante les deux, ça enlève du prestige. Hier, quand Shields affrontait Marshall, je ne peux pas te sortir une telle bat les deux, ça n'existe pas. C'est quand même particulier comme circonstance qu'on sait qu'il y a un monstre caché, mais nous, on se bat en unification complète. Ah, ben, bravo, mais c'est parce que c'est l'autre, là, elle vous endort les deux en même temps. C'est juste ça le problème, Jean. Mais ça sert à rien d'en parler parce que rendu là, le combat. Non, mais je sais que ça te fait du bien, mais le combat est signé, fait qu'on verra après. Si Dicker gagne. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de buzz. Si Dicker gagne, on verra ce qu'on fait avec Mary Spencer. Puis si Dicker perd, ben Mary Spencer va courir après Natasha Jonas puis Terry Harper ou peut-être Savannah Marshall ou whatever. Mais tu sais, mais ça aussi, là, faut que je t'en parle. Comment deux filles de 130 livres peuvent contrôler une division 24 livres au-dessus? Je t'annonce que Ryan Garcia ne sera pas champion des moyens en novembre prochain. Ça me fâche. Ben, il y a du ménage à faire, mais Mary Spencer est là pour ça. Marie-Ève Dicker est là pour ça. On va voir si ça va réussir son pari, mais sinon, Spencer va aller faire le ménage en arrière. Puis Clarissa Shields pourrait se fâcher puis dire à un moment donné, garde, là, parce que Clarissa Shields a aussi collé Natasha Jonas. Hein. Oui, elle va l'envoyer en ambulance. Je veux dire que tu ne peux pas mettre Jonas contre
Ben, si Shields descend 154 encore, puis que c'est Jonas, Hey, le champion undisputed. Harper s'est Ouais. fait endormir à 130 livres. Te vois-tu affronter Shields demain matin? Hein? C'est ça qui est ça. Tu sais, ça reste qu'à un moment donné, il y a une pointure de la catégorie qui va se fâcher pour faire le ménage. Mais en attendant, ces filles-là font la pluie et le beau temps chez les 154 livres. Il y en a d'autres, des filles, mais tu sais, comme des Raquel Miller de ce monde, qui pourraient aller faire le ménage contre Jonas. Elle a décidé qu'elle était à 168 livres à cette heure. Fait que, parce qu'elle court après French and Cruz Desert. Fait que, tu sais, des filles qui sont capables, ils se promènent entre les catégories, puis à un moment donné, ils ont un but, puis il ne faut pas trop déroger, parce que si tu déroges tout le temps, tu ne feras jamais rien. T'sais, c'est toujours ça. Fait que Dicker, elle, son but, c'était d'unifier. Elle a dit depuis le début, elle a son combat d'unification. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas fait ce qu'elle avait dit. C'est exactement ce qu'elle avait dit. Ah Maintenant, ouais. c'est pas ce que nous, on voulait, peut-être. Ben, mais nous, c'est qui? On est qui, nous? T'sais, on est des fans. Il va avoir un journaliste québécois sur place. La Ben, loi de l'offre et la demande. Ben, c'est ça. Mais je pense qu'elle va vivre avec ça. Elle va vivre avec ça. Cherneka Johnson pisse le sang et conserve son titre IBF des Super Coqs. As-tu regardé ça hier, la carte de Kambosos est née? Ah là, j'en pouvais plus. Là. Je choisissais mes batailles. Cherneka Johnson, c'est celle qu'on appelle Sugar Neeks aussi. Sugar Neeks, qui a gagné au mois d'avril le titre IBF des Super Coqs. C'est une des 4 championnes IBF. Il n'y a pas d'unification dans ce côté-là. Elle est australienne, née en Nouvelle-Zélande, mais nationalisée australienne. Puis elle défendait pour la première fois son titre contre l'ancienne championne du monde, Suzy Ramadan, une autre australienne qui est plus âgée. C'était un combat qui s'est organisé à la dernière minute. Ça fait 2 semaines et demie seulement qu'elles se sont fait offrir ce spot-là et elles ont toutes les deux accepté on the fly ce combat-là sur la carte de Kambosos Aîné 2. OK? Fait qu'elles se présentent là, eux autres, puis on se disait, ça va faire quand même un bon combat, tu sais, c'est quand même, Suzy Q. Ramadan, elle a quand même de l'expérience, puis il y a une rivalité Australie sur une carte australienne, tu sais, tout était là pour faire quelque chose d'intéressant, mais il est arrivé au deuxième round un clash de tête de toute beauté. Écoute, un vrai clash de tête, là. La seule différence avec Beterbiev, c'est que la coupure était dans l'autre sens. Au lieu d'avoir une coupure de bout qui est plus dure à contrôler, ben, on avait une coupure couchée qui se contrôlait un peu mieux, mais on voyait le crâne, là. C'était vraiment ouvert. Ça pissait le sang. C'est rare qu'on voit une blessure saigner autant, asperger autant l'adversaire. L'adversaire en avait plein la face. Écoute, ça ne fait pas de bon sens. Moi, je me suis dit, ça va être arrêté ce combat-là au deuxième round. Mais non, ils ont réussi à contrôler la coupure, mais ça a changé le mood complètement du combat parce que Cherneka Johnson était partie pour prendre ça plus mollo. Je te dirais qu'elle était sur un rythme, là, les 2 premiers rounds, c'était quelque chose d'assez smooth. C'est comme si elle prenait son temps, jaugeait l'adversaire, elle n'était pas pressée. Mais tu sais, Laurent, quand il y a une grosse coupure qui arrive puis que le combat continue, ça peut être arrêté en tout temps parce que c'est une grosse coupure. Puis quand passer le 4e round, ben, c'est la personne qui est en avance sur les cartes qui gagne. Fait que Cherneka Johnson, ça l'a poussé à ouvrir la machine solide. Puis on a vu elle a dominé l'adversaire. Là. À partir du moment où elle a eu sa coupure, ça a comme été un wake-up call. Puis là, ben, elle a envoyé de la grosse combinaison. Ouais. Elle a utilisé vraiment son corps pour pousser l'adversaire. On a vraiment vu un combat beaucoup plus intéressant que ce que ça augurait. Donc, la coupure ici, elle a amené quelque chose de positif, je dirais. Ça a fait un bon petit combat. Elle a une décision unanime, assez claire. Suzy Ramadan, l'adversaire, a eu une pénalité pour donner des coups derrière la tête, puis une autre pour ne pas écouter les consignes de l'arbitre. Moi, je suis des arbitres qui essayent de voler le show. J'aime pas bien ça. Là. Moi, j'ai zaï les arbitres. Arrête donc. Tu sais, des fois, c'est légitime, mais des fois, ça ne l'est pas. Fait que si on a Cherneka Johnson a gardé son titre, moi, j'aimerais ça l'avoir contre Yamilette Mercado. Mercado qui se bat dans 2 semaines contre Barbie Juarez pour son propre titre WBC. C'est la seule avec qui elle peut unifier à court terme Cherneka Johnson parce que et Ségolène Lefebvre et Mayerline Rivas sont blessées, des blessures assez sérieuses. Ségolène, elle a la main cassée. Elle avait eu une opération, elle a eu des tiges. Donc, ça peut prendre plusieurs mois avant qu'elle soit fight ready. Puis ça ne sera sûrement pas pour une unification en partant. Je dis ça, je dis rien. Mais Mercado contre Johnson, ça pourrait être intéressant. C'est à voir. Young Mi-Choi fera encore une défense optionnelle. Connais-tu Young Mi-Choi?
C'est la boxeuse, la nord-coréenne, la championne du monde nord-coréenne de la catégorie de Baumgartner et Mayer, des super plumes à 130 livres. Hier, c'était pas pour Undisputed. Ah, c'est le titre qui manquait, là. Yes, le titre WBA. Choi, c'est une fille qui est depuis des siècles et des siècles championne, mais qui fait pratiquement juste de défense optionnelle, assez douteuse. Puis la WBA sanctionne ça tout le temps. OK? Elle a... c'est comme si elle veut, on appelle ça nurse to nurse the title, là, elle couvre son titre là, comme une couveuse. Puis, c'est jamais, on n'ordonne jamais, la WBA n'ordonne jamais de défense obligatoire ou presque. Bref, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas affronté une pointure. Et Choi, il n'y a pas si longtemps que ça, encore là, la WBA avait annoncé un titre, qu'elle mettait son titre en jeu contre une fille qui pesait 118 livres. T'sais, on s'entend que c'est un combat à 130. Contre une fille qui était genre 3-0 à 118 livres. Ça a été sanctionné pour un combat de championnat à Karingo, qu'elle s'appelait la japonaise. Ça a été annulé à dernière minute. Là, on a su il n'y a pas longtemps qu'elle s'en allait affronter Vanessa Bradford, la Canadienne. Le combat va avoir lieu fin octobre, mais pour le titre WIBA à l'origine. Là, le monde a chialé. Ils ont dit, mais c'est quoi ça? Elle ne défend pas son titre WBA, elle n'a pas payé les frais de sanction. Puis c'était le président de la WIBA, qui est un titre mineur, qui avait annoncé ça en grande pompe, les posters sortis, Bradford contre Choi pour le WIBA. Là, ça a chialé à mort. Puis tout d'un coup, le poster est modifié. Là, le petit I de WIBA est enlevé. Puis là, c'est rendu une défense optionnelle WBA. Bon, j'ai rien contre Bradford, là, mais c'est encore une défense confortable pour Yoon-Mi Choi. Bradford est classé à peu près pas loin de Leila Baudouin là, sur BoxRec. As-tu quelque chose contre Leila Baudouin? Non, mais c'est des filles en progression. Puis Bradford, ça devient le choix facile. Au lieu qu'elle puisse aller, que Choi ait affronté sa mandatory qui est Pearson, qui attend depuis longtemps, ça se fait jamais. Puis c'est jamais ordonné. Mais il y a des championnes comme ça qui n'affrontent pas leur aspirante obligatoire. Bien là, il va falloir qu'il se passe de quoi? Soit si elle n'affronte jamais son aspirante obligatoire, il faut que tu enlèves son titre, ou que oui, il faut que tu enlèves son titre parce que ça fait très longtemps qu'elle n'affronte pas de mandatory. Puis si c'est elle qui refuse, parce que c'est peut-être ça aussi la chose, soit tu t'ordonnes le fait, soit si elle refuse, ben tu enlèves son titre puis tu le mets en jeu. Hier, il y avait deux filles, Baumgartner et Mayer, qui auraient bien aimé l'avoir en jeu, ce titre-là. Puis on dirait qu'il y a tout le temps du niaisage autour. By the way, Choi, là, pour unifier, il y a une certaine époque, il n'y a pas si longtemps, on avait Matchroom qui possédait 3 des 4 championnes des super plumes. Amadouche, Choi et Harper. Et il n'y a jamais eu d'unification entre ces 3 filles-là. Choi refusait tout. Donc, Matchroom l'a laissé partir. Et présentement, ben, c'est qui a toutes les ceintures? C'est Alicia Baumgartner qui est chez Matchroom. Fait qu'il va falloir qu'Eddie Hearn sorte beaucoup d'argent pour attirer Choi, je crois. Mais le problème de ce que tu racontes, c'est toujours les organismes de sanction. Ouais. Parce qu'une championne peut demander d'être classée aspirant numéro 1 de l'autre catégorie pour forcer la main. Mais si on refuse et si après ça, on ne lance pas d'appel d'offres, mais là, ça devient difficile. C'est le problème de la WBA. Jackie Nava quitte triomphante et laisse un énorme héritage. Jackie Nava, c'est la queen des boxeuses mexicaines avec Barbie Juarez, une des queens. 42 ans, 40 victoires. Elle a affronté beaucoup de grosses pointures. Elle a fait la pluie puis le beau temps. Et là, elle prenait sa retraite le 1er octobre sur un dernier combat. C'est un héritage incroyable. Je voulais le souligner. Je ne veux pas en parler des tonnes de temps, mais tu sais, quand on dit que la boxe féminine, c'est jeune, ben, ça prend des filles pour défoncer des portes, des fois à coups de pied puis à coups de poing. Puis ça, c'en est une, Jackie Nava. Elle a affronté, pour terminer sa carrière, Gloria Yankakeo. C'était un combat qu'elle a gagné par décision unanime. Elle a fait sa révérence sur ça. Il y avait beaucoup d'émotions dans le stade. Même Chavez senior, là, César Chavez était là puis il était très ému parce qu'ils se connaissent très bien, autant dans un contexte de télévision, reportage, que dans un contexte d'aréna puis d'amphithéâtre de boxe.
C'est des gens qui, tous les deux, ont marqué la boxe mexicaine. C'est l'idole de plusieurs jeunes boxeuses, des filles comme Sulema Urbina, comme Yesenia Gomez. C'est toutes elles qui leur ont ouvert des portes. Fait que ça en prend des pionnières à un moment donné. Puis Jackie Nava, elle va toujours rester comme la spéciale, la particulière, la préférée d'une certaine manière. Celle qui a mis la boxe féminine sur la map à Tijuana aussi. Tijuana qui est la mecque de la boxe au Mexique. Puis, il n'y avait pas de boxe féminine puis elle est arrivée là, puis elle a ouvert des portes, puis là, tu as des filles comme Kenya Enriquez, comme Paulette Valenzuela, comme toutes ces boxeuses-là de Tijuana qui ont pu trouver leur place dans cette ville-là, qui est la mecque de la boxe, qui ont pu avoir des spots sur des cartes féminines, des cartes mixtes ou féminines par après. Bref, je voulais juste saluer son beau parcours. Ça en prend des fois. Peut-être qu'un jour au Québec, on va aussi célébrer des pionnières qui ont ouvert la porte à d'autres au Canada en général. On parle de Yelena Emerjenovic, entre autres au Canada, qui a fait beaucoup, beaucoup pour la boxe féminine. Marie-Ève Dicker. Marie-Ève Dicker aussi. Jackie Nava, c'est un peu ça. C'est toute l'aura d'avoir été une des premières, d'avoir été la défendresse de ça. Avec Barbie Juarez, qui sont les deux à peu près du même âge, sont exactement du même âge, en fait, puis ils ont eu, dans un contexte différent, ils ont eu à affronter toutes sortes d'épreuves pour arriver à faire une belle carrière, mais c'est des filles qui ont été capables de remplir des amphithéâtres comme des cartes principales au Mexique, bien avant que ce soit à mode en Amérique et en Angleterre. Là, on parlait de Shields, on parle de Serrano, mais Jackie Nava, Barbie Juarez, ça a fait ça il y a bien longtemps dans des gros amphithéâtres. Avais-tu sous-estimé Kudak Waché Chiwandir contre Zulina Munoz? J'avais fait ça comme tout le monde. Ce sujet-là, je l'ai amené parce que là, vous allez me dire, je ne connais aucune des deux. Non, moi non plus. Mais je veux ouvrir la porte sur la boxe africaine un peu. Kudak Waché Chiwandir, c'est la championne intérim des super coqs. Pas la championne régulière. La championne régulière, c'est Yamilet Mercado. C'est une fille du Zimbabwe. Elle s'est seulement battue contre des filles locales. Elle avait un record, je pense, de 5-3-2, quelque chose comme ça. Elle avait un record qui avait l'air très ordinaire, mais elle était quand même championne intérim WBC. Là, elle attire dans ses filets une fille qui a énormément de victoires et de knockouts, Zulina Munoz, qui est peut-être en fin de carrière à 40 ans, mais qui est une reine aussi de la boxe mexicaine. 3 défaites seulement, des gros combats, 30 knockouts une trentaine de knockouts sur sa 50aine de victoires. Bref, on s'entend-tu que quand tu regardes ce pedigree-là, puis tu regardes l'autre, tu te dis, je pense que l'Africaine, elle va en manger toute une volée. Et c'est l'inverse, c'est l'inverse qui s'est passé. Puis c'est là que je veux amener la chose. Des fois, on regarde la fiche des boxeurs africains, des boxeuses africaines qui ne sortent pas beaucoup d'Afrique. Donc, les comparables sont pratiquement inexistants sur toute la ligne. Puis c'est difficile de jauger le calibre parce qu'on ne sait pas trop si elle affronte des gens faibles ou des gens forts. Tu sais, va chercher des écouteurs, là. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Bien, ici, on a découvert une fille qui a sacré une volée à l'autre. Zulina Munoz n'a pas juste perdu par décision unanime 100% des rounds. Elle s'est fait mettre au tapis au 4e puis au 5e round par une fille qu'on avait l'impression qu'elle sortait de nulle part, puis que tout le monde, je pense, les odds étaient tellement élevés là, contre Chiwandir. C'est quelqu'un qui aurait misé là, sur ce genre de victoire-là, unanime, avec toutes les rounds. On se serait millionnaire. Dit, je ne sais pas, mais on se serait dit, c'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est juste pour montrer aux gens, attention aux fiches. Des fois, il faut regarder d'où provient le boxeur, contre qui il s'est battu. Afrique avec Afrique, c'est difficile. À l'inverse, là, une fille comme Lolita Museya, qui avait une fiche africaine parfaite, toutes des adversaires africaines, quand elle s'est présentée devant Savannah Marshall, elle s'est fait rincer. Parce que Savannah Marshall avait trop de boxe à offrir, mais aussi parce que l'autre était faible. Ici, Kudak Waché Chiwandir, moi maintenant,
après ce que j'ai vu, parce que je l'ai pris sur une page Facebook obscure, ce combat. J'aimerais ça, qu'elle ait une chance pour le titre régulier. Pourquoi pas l'amener contre justement Mercado, puis retirer la circulation, le fameux titre intérim qui n'a pas rapport. C'est un titre de trop encore. Ça permettrait au moins de voir qu'est-ce qu'elle a dans le corps. Si elle fait un bon combat contre Munoz, pas contre Munoz, mais contre Mercado, ça va peut-être devenir une adversaire intéressante à amener ailleurs aussi dans la catégorie. Fait que c'était ça mon point, Laurent. OK, mais ça va bien pour Mikia Krebs et Heather Hardy, mais ça va mal pour Logan Oller et Lourdes Juarez. Mikia Krebs et Heather Hardy, pourquoi ça va bien pour elles? Ben parce qu'elles ont gagné chacune leur combat. Mikia qui a battu une adversaire de qualité, qui avait une fiche positive. Il y a vendredi, ça s'est passé vendredi le 14 chez elle à Niagara Falls. C'est une des protégées, Manny Robles, c'est une prospecte des 118 livres. Donc, bravo pour elle. Puis elle, c'est une progression. Elle affrontait Camry Matos Vargas, une fille de Puerto Rico. Heather Hardy, dans son cas, c'était un retour, Laurent. Elle s'était pas battue une fois depuis Jessica Camara, depuis sa défaite. Et elle était prévue un petit peu plus tôt cette année pour se battre contre Terry Harper à 135 livres, mais elle s'est blessée à quelques semaines du combat. Le combat n'a jamais eu lieu, puis après ça, Harper a monté à 154 livres. Donc, ça ne s'est jamais fait. Je dirais que ici, donc, ça va bien. J'aimerais ça peut-être voir Heather Hardy contre Victoire Pitot ou contre une fille comme ça. Ça pourrait être intéressant, mais je ne vois pas, par contre, pourquoi qu'elle s'acharne à rester en boxe, Heather Hardy. Peut-être qu'elle aime ça. Oui, mais peut-être qu'elle aime ça, sauf que là, elle est rendue qu'elle affronte des journeywomen. Elle a beaucoup moins de puissance et de rapidité. Puis elle est très... Moi, ce que j'ai vu d'Heather Hardy, c'est pas un combat qui m'a convaincue, même si ça va bien pour elle. Pour Logan Haller et Lourdes Juarez, par contre, ça va vraiment, vraiment mal. Logan Haller, c'était une prospect, ça, des 154 livres. Elle était classée, puis tout. Mais ça fait 2 défaites qu'elle a contre des filles de 40 ans et plus. Elle a perdu contre qui, là? Là, elle a perdu contre Olivia Giroula. Non, j'ai fait exprès pour que tu la nommes parce que moi, j'aime ça donner des scoops. Il y a des rumeurs qu'elle affronterait Marie-Pierre Houd le 1er décembre prochain, mais entre quand je l'ai entendu puis Boxrec qui ne sort pas, peut-être qu'il y a eu des complications avec le contrat. Je ne le sais pas. Mais Olivia Giroula est dans la quarantaine. Mais Olivia Giroula, c'est une femme qui frappe fort, là. Puis elle est en volume, puis elle est infatigable. C'est pas... Elle s'est déjà fait frapper fort aussi. Moi, c'est la fille que j'ai vu le KO le plus violent. Genre, je pense que c'était une trilogie contre Yelena Yergay. Puis ça s'est terminé sur une claque, mais elle dormait la tête en premier dans le ring. Beaucoup de coups à la tête, mais tu sais, Logan Haller, qui est jeune, qui est une prospect, qui est très en forme, en théorie, elle devrait battre Olivia Giroula, puis elle aurait... Contre Chevelle Hallback, c'était controversé, parce que Chevelle Hallback, c'est une force de la nature. Elle a beau avoir 50 ans, son avant-dernier combat. Elle, Logan Haller, elle ne travaillera pas aux Résidences Soleil, elle a de la misère avec le monde âgé. Là, imagine-toi donc, Logan Haller est déjà pressenti pour se rebattre. Si tu regardes BoxRec, là, elle a un combat prévu contre une fille qui est 6-1, si je ne me trompe pas, mais qui provient d'une catégorie inférieure. Elle va se battre sur la même carte que Camara à Nassau, aux Bahamas, dans pas long. Mais Seigneur, si Haller ne réussit pas à battre cette fille-là, ben moi, je vais me poser des questions sur son avenir en boxe solide. Là. Présentement, je n'ai pas vu ce qu'il fallait que je voie pour me dire que cette fille-là est en contrôle sur sa carrière. Lourdes Juarez, c'est la même affaire. Lourdes Juarez, la sœur de Barbie, avait le titre de 115 livres des WBC. Ben, elle a perdu son dernier combat par split decision ou majority decision, je pense. Majority decision contre une fille qui, elle aussi, les odds n'étaient pas en sa faveur. On parle de Ashley Gonzalez, qui est partie avec son titre. J'ai trouvé ça serré quand même comme combat, puis j'étais surprise. Mais au Mexique, on voit ça souvent. Une décision partagée, puis il enlève le titre à la championne. On voit moins ça en Angleterre et en Amérique. On va se dire, OK, mais là, on l'a vu hier avec Maya Baumgartner, mais les deux avaient des titres. Là, dans un cas comme ça, au Mexique, les juges mexicains, des fois, je me pose des questions. Je me dis, c'est-tu de la corruption ou c'est de l'honnêteté? Tu sais, sont-ils corrompus pour enlever le titre? Les Japonais avaient enlevé le titre à Murata contre
Endam, puis le soir, le président de la WBC a fait « Mais non, ça n'a aucun bon sens! » Puis il avait obligé une revanche automatique, puis une enquête, comme vous êtes trop en faveur, vous êtes trop hospitaliers, vous autres. C'est des fois, quand il y a des décisions à répétition, au Mexique, on voit ça souvent, qu'une championne, mettons, perd son titre sur une split ou un majority decision. C'est arrivé à Barbie, pas Barbie, mais à Lourdes Suarez, Loulou. Là, elle n'est pas contente. Elle avait un rematch, l'autre ne veut pas y donner. C'est la guerre. Mais mettons qu'elle a peut-être passé un meilleur quart d'heure que celui-là depuis les dernières semaines. Là. C'est pas que. Mais elle est en dents de scie aussi, il faut le dire. Elle a eu des grosses victoires puis des victoires serrées depuis qu'elle a gagné son titre. Fait que, tu sais, je peux comprendre qu'ici, ils ont peut-être vu en Ashley quelque chose de supérieur pareil. Je l'ai pris le combat, c'était très serré. J'avais quand même Ashley un petit peu en avance d'un round, mais ça reste que tu es quand même la locale. C'est toi la locale, c'est toi la championne. En tout cas, c'est un majority decision en plus. À suivre. Un nom qui revient souvent de mois en mois quand on fait notre podcast, Sky Nicholson, mal matchmaké, remporte un titre mineur. Elle était pas mal. Elle était sur la carte de Paros Jarvis de Matchroom du 15 octobre. On l'amenait la carte australienne. On sait que Sky est australienne. Ils l'ont matché avec Christina Jacobs, alias Mousy Jacobs. Et bref, c'est une fille, une locale qui était 5'3". Mais tu sais, une boxeuse locale qui n'a pas beaucoup d'expérience contre une fille qui a fait les Olympiques. En partant, on se doutait qu'on amenait Sky vers une victoire pratiquement, puis on voulait peut-être lui offrir une possibilité de knockout, ce qui n'est pas arrivé, mais on voulait lui offrir, mettons, son premier knockout. Or, moi, ce que je n'ai pas aimé là-dedans, c'est qu'on met un titre en jeu, même si c'est un titre mineur. Moi, je considère que quand tu te bats pour un titre mineur, tu devrais au moins être matché comme du monde avec quelqu'un qui va au moins être capable de gagner peut-être un round ou au moins te chauffer les fesses un peu. Là. Là, on avait le titre du Commonwealth Boxing Council. C'est un titre très mineur, on s'entend. Mais j'aime pas ça qu'on donne en cadeau des titres à des boxeurs en les faisant boxer contre des gens beaucoup trop faibles. Ici, elle n'a pas réussi encore une fois à aller chercher son knockout, même si elle a mis l'adversaire à terre. OK? Sky Nicholson, elle a un gros défaut en boxe pro. Elle est encore une adepte des single shots ou des combinaisons à 2 coups. C'est vraiment une boxe très, très, très ressemblante à ce qui se fait chez les amateurs. Elle va bouger énormément, elle tire peu, et dans l'économie de coups, tout d'un coup, elle va tirer un coup ou 2 coups, un gros jab ou un gros crochet. Puis, elle se fie là-dessus pour marquer des points. Mais pour des knockouts, c'est pas suffisant parce que quand tu tires des single shots pour des knockouts, il faut que tu aies du power dedans. Il faut que tu sois capable de faire comme Marshall, comme Wilder, comme du monde comme ça, Mary Spencer, mettons, être capable d'avoir de l'effet dans ton coup assez pour mettre l'autre à terre et qu'il ne se relève plus. Là. C'est pas le cas ici. Là. Sky Nicholson, elle met ses adversaires à terre avec un single shot des fois, mais ils se relèvent et ne sont pas vraiment ébranlés. Puis pour le reste, c'est beaucoup, beaucoup de déplacements. Je trouve que si on continue de mal la matcher comme ça, ça va devenir problématique quand elle va monter dans les classements. Elle va se faire mal, Laurent. Elle va se faire mal. Elle a tout le talent qu'il faut pour devenir une grande boxeuse. Mais il va falloir que quelqu'un la matche mieux, puis il va falloir qu'elle change sa manière de tirer un petit peu. Ça, c'est mon avis. Il nous reste un sujet. D'ailleurs, je vais faire un commentaire éditorial. Au Canada, on a 2 grands promoteurs, Groupe Yvon Michel et Eye of the Tiger Management. Mais j'aimerais vous avertir que le reste du Canada est réellement en train de faire le plein de prospects. Je parle de United Promotion. Il y a une autre gang qui s'appelle 3 Lions Promotion qui travaille fort. Et là, United veut sa part du gâteau. Il vient de signer, et là, je vais m'essayer de nommer son nom, Sarah Yat-Joe. Je crois que c'est de elle que tu veux nous parler. Une fille qui a une histoire qui n'est pas banale. Oui, en fait, il y a 2 filles qui ont été signées par United Promotions. On avait entendu parler de Melinda Watpool. Elle avait fait ses débuts pro avec eux, mais il n'y avait pas d'entente officielle qu'elle était signée. Donc là, on a vu passer que c'était fait.
Donc, ils se font vraiment une petite escouade avec cette nouvelle boxeuse qui n'est pas une nouvelle en vrai, là. Tu sais, on parle de Sarah Agigiadju, qui est une Ontarienne, née en Ontario, si je ne me trompe pas, qui a une quadruple citoyenneté. Elle est rendue à 4, là? Ben, elle est rendue. Attends, on va compter. Elle est canadienne de naissance. Elle se bat pour la Sierra Leone chez les amateurs. Ouais. Elle est iranienne aussi, si je ne me trompe pas, de par sa. Ah, ouais, t'as raison, ouais. Puis, en plus, elle a épousé un Irlandais, un coach, et elle est aussi championne d'Irlande. Donc, elle est, je pense qu'elle a la citoyenneté irlandaise aussi. Mais pour la petite histoire, là, je crois que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'elle était championne, elle était coincée par Mandy Bougeault, je crois. Ouais. Et là, on lui offrait très peu de chances de combattre à l'international, même si elle avait ce calibre-là. Oui. Et là, elle s'est servie du fait qu'elle était mariée à un Irlandais. Et là, c'est le Sierra Leone que je comprends pas trop, mais j'imagine que c'est un corps, peut-être elle a un grand-parent, elle a peut-être un grand-père qui est iranien, mais là, ça commence à faire beaucoup de pays. Là. Le Sierra Leone, je ne le comprends pas trop, mais eux, ils ont vu l'occasion d'aller la chercher et d'avoir une représentante aux prochains Jeux olympiques. Et je crois qu'il y a eu des sommes là, d'argent avec le ministre des Sports. On a facilité certaines choses pour elle, où elle va faire beaucoup d'argent. Puis, mais je ne sais pas si ça va faire beaucoup d'argent, mais je pense que c'est toi qui m'as conté ça, ou peut-être j'ai parlé à quelqu'un qui connaît bien sa boxe féminine. Il m'a dit que le fait qu'elle passe pro, c'est énormément de commanditaires pour elle aussi. Oui. C'est quelqu'un qui, à cause de son histoire, elle ne laisse pas personne indifférent et elle va avoir beaucoup de commanditaires. Ça risque de faire du bruit quand même. Et je sais que c'est une très bonne amie de Kim Clavel. Elle s'en vient faire le camp d'entraînement avec Kim. Les deux vont s'entraîner, dans le fond, ensemble en fonction de ses débuts pro et l'autre, son combat de championnat. Elle s'entraîne aussi présentement avec Erika Abarca qui fait un retour à l'activité bientôt. Elle va à l'OBC se battre dans quelques semaines. Alors, je l'ai vue au gym de Donny Brooks. J'ai vu des photos passer, s'entraîner. Donc, Kim Clavel, Erika Abarca, qui est aussi une partenaire de sparring de Kim. Cette fille-là va faire une carrière pro en parallèle avec son rêve amateur. Alors ça, on n'en a pas beaucoup au Québec, au Canada. Je dis au Québec, mais c'est une Ontarienne. Au Canada, en général, on pense souvent c'est soit l'un, soit l'autre. Tu passes trop, tu ne reviens pas en arrière. Mais oui, c'est possible de faire les deux. Il y a des périodes de latence que tu dois suivre. Là. Je pense que il n'y a pas de règlement. Tu sais, à un moment donné, il y avait une rumeur que c'était 15 combats. Tu sais, je vais te donner un exemple. Delphine Person est allée aux Jeux olympiques. Elle a une 40 combats. Même chose, il y a un Thaïlandais là, qui avait été champion du monde qui est allé. Hassan Ndam a essayé de représenter le Cameroun. Maintenant, c'est possible, mais tu as raison. Je pense qu'il y a un 2 ans où tu es sorti des classements ou quelque chose, mais tu sais, pour une fille qui est en début de carrière comme ça, elle va juste se monter. Ça va être bon pour sa notoriété. Mais elle va monter sa fiche tranquillement. Puis là, elle a une bonne adversaire pour son début pro 12 novembre, Nayeli Verdé. C'est une fille qui a, je pense, qui est 4-5 ou quelque chose comme ça. 4-5-2. Oui, c'est intéressant. Tu sais, ils sont allés lui chercher tout de suite une fille qui est quand même capable de se battre un peu. Moi, j'aime ça. Ça, c'est exactement le genre d'adversaire que j'aime. Ils sont allés pour un début pro. Je pense que ça va être très intéressant de la suivre. En plus, les gars-là de United Promotion sont maintenant sur DAZN. Alors, on va pouvoir la voir, ceux qui ont DAZN. On va pouvoir la voir se battre quand United fait des galas. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux. On peut la trouver sur Instagram sous Sarah Box, S-A-R-A-B-O-X. Sarah Box, vraiment intéressante. Puis, elle a vraiment un background rare. Effectivement, tu dis, Mandy Bugeault était là, prenait de la place dans la catégorie. Parfois, c'est difficile. Tu peux avoir du haut calibre au niveau national, puis il n'y a pas de place pour tout le monde. Mais j'ai une question pour toi là-dessus. C'est pas un peu... ça, je m'en ai dit, c'est niaiseux, mais en même temps, c'est pareil pour tout le monde. C'est pas un peu bizarre quand il est pris derrière une légende vivante comme Mandy Bugeault. Je vais donner l'exemple de Kim Clavel, qui, à un moment donné, était comme 5e au monde, mais elle ne pouvait pas aller dans les compétitions parce que c'est Bugeault qui y allait. Il devrait mettre une clause quand tu as un numéro 2 qui est exceptionnel aussi.
Ben, en fait, il y a une question de choix souvent aussi, là, parce que tu peux décider que certains tournois, d'autres, la numéro 2 va, puis certains, la numéro 1 va, puis prioriser, mettons, ta numéro 1 sur les plus gros tournois, mais l'autre peut quand même se faire une notoriété. Puis tu sais, c'est vraiment un choix. On sait que Boxing Canada, il y en a eu de la tourmente, fait qu'on ne sait pas comment, c'est quoi leur échelle de décision, hein? C'est quoi leur arbre décisionnel. Maintenant, c'est sûr que au championnat du monde, tu peux juste en avoir une par catégorie. Puis les championnats canadiens servent, entre autres, à déterminer laquelle se classe pour y aller. Mais tu sais, il y a plein de compétitions intérimaires qui permettent, ou autres qui permettraient de la visibilité pour les numéros 2, même les numéros Oui, mais 3. visiblement, ça fonctionne plus ou Non, moins. Tu sais, regarde, Sarah Kali est allée représenter l'Algérie. Là, on a l'histoire de Sarah Iadjo qui est allée représenter l'Irlande. puis Je peux le te Sierra nommer, je peux te Leone. nommer des boxeurs comme le nom m'échappe, mais il y a un gars de l'Ontario aussi qui s'était servi de sa citoyenneté je pense que c'était en Hongrie. Fait que tu sais, Zoïd Darani. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'histoires de gars qui sont exceptionnels, mais qui sont coincés. Regarde, Steven Butler a passé pro à 18 ans parce qu'il était coincé derrière Custio Clayton. Il y aurait quand même une façon peut-être de revoir quand le numéro 2 est exceptionnel. Il y a de quoi de se décourager, en tout cas. Sincèrement, là, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de boxeuses et boxeurs de qualité qui décident de quitter. De quitter, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a l'intention de passer pro non plus, puis de faire ça en attendant. Là. Tu sais, il y en a qui ont un rêve olympique, là. Qui ont vraiment un rêve de championnat du monde olympique, qui aiment la boxe amateur, c'est ça leur tasse de thé. Il y en a qui sont moins faites pour ça. Bref, c'est tout, je pense, Laurent. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On se reprend le mois prochain. On devrait avoir beaucoup de choses à se parler le mois prochain. Marie-Ève Dicker va s'être battue. On va avoir eu le combat de Chantel Cameron contre Mecca Skill. Jessica Camara va s'être battue. On va Oui, connaître on les va avoir, adversaires de nos filles on va avoir pour des décembre. adversaires pour Baudouin puis Spencer qui vont Puis se aussi battre. Marie-Pierre Roule, Marie-Pierre puis Roule, Caroline Caroline Vert. Vert. Caroline Vert, on se doute c'est qui son adversaire. L'adversaire n'arrête pas d'en parler sur les réseaux sociaux. Là. Le nom qu'on entend présentement, c'est Fanny Franco, qui a déjà affronté Léla Baudouin. Elle s'en cache pas sur Facebook. Fait que c'est pas un Parfait. secret. On verra si ça se fait. On l'attend. Sur ça, je te Merci, souhaite à la une bonne prochaine.